Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Une semaine après le scrutin du 20 décembre, un calme précaire semble régner dans le pays. Et cette fois-ci, la contestation des résultats du vote ne vient plus de l'opposition. C'est au sein de l'UNI, le parti au pouvoir, que ça bouillonne. On réclame la vérité des urnes. Pendant ce temps, c'est le double langage de la France qui alimente les commentaires. Le journal L'Alternative avait alerté dans son numéro 759 du 11 décembre sur un projet de Paris d'envoyer une mission indépendante d'observation électorale au Togo. L'Élysée avait démenti, mais le magazine panafricain Jeune Afrique, dans son dernier numéro, confirme que Paris s'apprêtait à envoyer à Lomé son équipe d'observateurs avant de renoncer à la dernière minute. Et tout compte fait, les élections législatives controversées du 20 décembre dernier ne semblent pas tourner la page. La crise togolaise continue, mais se fond d'un nouvel épisode. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui a boycotté ce processus relance la mobilisation populaire et décide de reprendre la rue. Dans la foulée, c'est un projet de construction d'un cimetière à Thiévié, une ville située à 35 km de Lomé, qui suscite polémique au sein de l'opinion. Le Togo, comme il va, nous en parlerons bien sûr avec nos invités. Isidore Kouonou, rédacteur en chef du journal L'Alternative, Rodrigue Arego, correspondant de Radio Canal K en Suisse. Bienvenue à tous, l'autre journal, Savoir et comprendre. Bienvenue. On a le moral. On a le moral. À quelques jours de la fête de fin d'année, le nouvel an. Oui, ça va. À quelques jours de fête, une fête qui s'annonce morose à Lomé, au Togo. À cause de cette crise, les gens n'arrivent pas à sortir, à faire les activités comme toujours, quoi. Et justement, nous allons évoquer la crise togolaise avec la France. Quelle appréciation faites-vous de l'attitude de la France tout au long de cette crise togolaise? Isidore Kouonou. Oui, Claver, si tu le permets, avant de revenir à la question, j'aimerais présenter des excuses à nos lecteurs et internautes. Nos lecteurs et internautes ont dû constater quelques imperfections dans le premier numéro de cette émission, liées au son, à l'éclairage du plateau. Oui, nous voudrons leur présenter nos excuses aujourd'hui à travers cette deuxième émission. Nous avons pris en compte leurs suggestions, remarques et observations et nous sommes en train de travailler là-dessus et s'il plaît à Dieu, les numéros qui vont venir seront à leur goût, répondront à leurs attentes. De toute façon, on a besoin de ces remarques, de ces observations pour pouvoir améliorer. La perfection n'étant pas de ce monde, on doit chercher à se perfectionner toujours. Oui, d'autant plus que cette émission, nous ne la faisons pas pour nous plaire, mais pour plaire à nos lecteurs et à nos internautes. Et leur donner l'information, comme on l'avait dit la dernière fois, en temps réel, informé, éduqué et autres. Parlons de la France maintenant. Oui, la France, comme nous le savons tous, on dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et je crois que la France est restée dans cette logique, surtout avec le Togo, avec son double langage qu'elle ne cesse de tenir toutes les fois. Et chaque fois que la crise togolaise rebondit, et la France joue un rôle que l'on ne comprend pas. Quand vous voyez
l'on a cru qu'avec l'arrivée du nouveau président Emmanuel Macron, la donne va changer, puisque lors de sa campagne en France, il avait dit qu'il va enterrer cette histoire de France-Afrique. Mais aujourd'hui, on voit que c'est maintenant que cette histoire ressuscite plutôt, puisque la France, aujourd'hui, on dit, c'est un pays de grande civilisation. La France, pays de droits de l'homme. Aujourd'hui, au Togo, on tue, on bastonne jusque dans la maison d'un dernier retranchement des populations. La France ne dit rien. On dit que la France est un pays de grande liberté. Aujourd'hui, on interdit des manifestations publiques reconnues par la constitution togolaise. On ferme les radios, les médias qui ne sont pas, qui sont critiques envers le régime de Gnassingbé. Aujourd'hui, une simple conférence de presse qu'une association veut tenir, on interdit la conférence de presse parce que l'association doit demander d'abord au ministre une autorisation, ce que la Constitution ne prévoit pas. On dit la France est ceci, cela, mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. Parce que la France a des intérêts en Afrique, dans ses anciennes colonies, au Togo notamment. La France protège plutôt ses intérêts que des individus ou bien la population, le peuple africain. Isidore, le Togo est un État souverain et ne doit pas laisser son destin entre les mains d'un pays qui est également souverain. La France ne va pas jouer de gendarme derrière le Togo quand même. Là, c'est sur le papier, on le dit, Togo est un pays souverain. Quand tu vois les dirigeants togolais, quand ça ne va pas, ils disent, ça ne les avantage pas, dire que le Togo est un pays souverain, qu'il n'a de leçons à recevoir de personne, mais que quand ça les avantage, bon, il dit voilà, la France a dit ceci, c'est la France même, voilà, ça se fait en France, donne l'exemple de la France, donne l'exemple des puissances, mais qu'est-ce que cette France-là fait au Togo? Tout le monde le sait, la France a des intérêts qu'elle protège au Togo, et pour cela, il faut sacrifier nos populations, il faut sacrifier les intérêts des Togolais, il faut sacrifier les droits de l'homme, les libertés publiques, les libertés les plus élémentaires, on les reconnaît pas aux populations. Mais Rodrigue, est-ce que c'est la France qui sacrifie les libertés des Togolais? Est-ce que c'est la France qui encourage la corruption au Togo? Mais pourquoi accuser tant la France si le Togo n'arrive pas à prendre en main son propre destin? Faut-il accuser tout le temps la France? Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Non, pour moi la question est plutôt de savoir pourquoi la France ne se comporte pas d'une façon qui nous amène à penser le contraire. Quelle est cette façon? La réalité. C'est-à-dire quand vous êtes un État de droit où vous faites passer pour un État de droit, je parle bien de la France, et que vous êtes partenaire d'un pays dans lequel on viole constamment les droits de l'homme, vous devez pouvoir condamner. Ça ne se fait pas. Nous étions dans ce pays quand on a crié que nos hôpitaux sont des mouroirs. Donc vous voulez que la France vienne condamner ça? J'en viens. Pas forcément que la France condamne, mais si parallèlement à côté de cette situation qui accélère le décès des populations, la France vend des hélicoptères aux gouvernants, allez y comprendre. C'est-à-dire, nous sommes face à un pays qui fait des affaires avec les pouvoirs qui sont engagés dans ce sens, la vente d'armes, les gaz lacrymogènes, hélicoptères, un peu partout. On déverse par exemple des hommes d'affaires français dans nos pays pour venir noyer nos économies, parce que toutes les économies, ce qu'ils arrivent à sortir de leurs activités sur place, sont rapatriés au pays pour alimenter les caisses de la France. Remontez à l'indépendance du Togo en 1958. Oui, vous allez comprendre que Sylvanus Olympio, paix à son âme, n'a pas voulu d'un Togo indépendant où quelqu'un reste derrière le voile pour tirer sur les ficelles. Il a voulu d'un Togo réellement indépendant, notamment sur le plan économique. Et il n'a pas voulu du cordon ombilical qu'est le franc CFA, et il a voulu créer une monnaie pour le Togo. Et comme la France a compris qu'en allant créer une monnaie pour le Togo, ce cordon ombilical sera coupé, et donc, comprenez,
pour les gens qui sont dans le domaine de la médecine, surtout côté gynécologique, ils savent que lorsque le cordon ombilical est coupé, donc le fœtus n'est plus nourri et donc c'est un décès. C'est de cela qu'il s'agit. La France n'a pas voulu ça, le coup d'État arrive. Quand le coup d'État arrive, il faut prendre un menu fretin pour asseoir un système qui permette ce commerce bipolaire-là, c'est-à-dire la France vend des éléments au régime en place pour opprimer les peuples, pour tuer les peuples, et les hommes d'affaires qu'il envoie au pays rapatrient les fonds pour envoyer et alimenter Rodrigue, la souveraineté d'un pays aussi passe par la force armée, et la force armée a besoin d'être équipée, donc on ne peut pas diaboliser la vente d'armes à un pays souverain. Si on a besoin. Bon, Rodrigue pense qu'il faut aujourd'hui commencer par dénoncer ce commerce-là. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que si nous sommes arrivés à un point sur le continent africain où le terrorisme prend de l'ampleur, c'est ce commerce-là justement. Et j'ai suivi un élément visuel d'un homme, d'un Français, j'ai oublié un peu son nom, qui a commencé par dire, ben écoutez, on vend les armes aux Africains pour se tuer, et nous, lorsqu'ils se tuent, nous on prend leur économie en otage pour nous nourrir. Est-ce qu'on a besoin par exemple des armes aujourd'hui pour construire un hôpital digne de ce nom, pour que les populations se soignent convenablement? Non, on n'en a pas besoin. Est-ce que nous sommes en guerre? Est-ce que nous déclarons la guerre à un pays pour renforcer l'arsenal militaire lorsque les populations ont du mal à manger confortablement? Prenez le jeu trouble de la France. Oui, la France joue à un jeu trouble. Mais finalement, moi, je ne comprends plus rien du tout. Et quand ça ne va pas, on fait recours à la France. Quand il s'agit de lutter contre les terroristes, on fait recours à la puissance occidentale, la France. Mais on l'accuse toujours d'ingérence. Je ne comprends pas. Je n'ai pas parlé d'ingérence. Vous devez comprendre à travers mon développement que le vrai dirigeant de l'Afrique, ne serait-ce que francophone, c'est la France. Le premier dirigeant de l'Afrique francophone, c'est la France. Parce que toutes les décisions se prennent avec la France. Pour, par exemple, envoyer des forces et aller combattre ce terrorisme créé de toutes pièces juste pour couler les armes, la France vient. Et quand la France vient sur quel budget? Posez-vous cette question. La France vient sur quel budget? Le budget de l'État. De quel État? L'État souverain. C'est moi qui pose la question. Bon, donc, quand on reste, par exemple, dans ce système-là, comprenez que c'est une nébuleuse qui ne dit pas son nom. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'un président est élu en Afrique par un peuple fabriqué, je parle d'élu parce que ça passe par des élections pour habiller la nomination, il prend le premier vol, il atterrit en France pour aller chercher son cahier de charges. Parce que si vous êtes véritablement élu par le peuple, vous devez pouvoir vous adresser premièrement à votre peuple, le remercier d'abord pour son choix placé en vous et lui dire concrètement ou renouveler les promesses électorales faites. C'est pour ça que cette pratique amène nos dirigeants à ne pas faire ce que le peuple veut, mais ce que la France veut. Parce que eux, ils ont besoin de se sentir en sécurité puisqu'ils savent que, incompétents qu'ils sont, ils ne peuvent rien faire pour... ils ne peuvent pas réfléchir comme les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio, ou tous ces grands hommes-là qui ont voulu imprimer un certain rythme à leur pays pour briser cette chaîne de captivité. Malheureusement, nous en sommes. Oui. Et donc, on ne peut pas parler d'État souverain du moment où la souveraineté de nos États ne se trouve que sur les papiers, puisque la souveraineté est incarnée par le peuple, et ce peuple est martyrisé, opprimé, tué, emprisonné, contraint à l'exil. Où est la souveraineté dont vous parlez? Celle proclamée par le manipulateur ou le colon, ou bien la souveraineté qui doit être incarnée par un peuple. On espère que ce ne sont pas des jérémiades. Parlons de l'ingérence toujours de la France telle que vous le présentez. Lors de ce processus électoral, la France était sur le point d'envoyer une mission pour superviser les élections. Et là, on a crié au scandale. Isidore, l'alternative avait alerté, mais le gouvernement français a démenti sérieusement. Mais aujourd'hui, ça se confirme. Oui, je rappelle que nous étions de ceux-là qui ont dénoncé cela. Nous avons écrit, mené une investigation, publié un article là-dessus
qu'il y a des parlementaires français qui s'apprêtaient à venir à Lomé. Et des ministres, des anciens ministres également. Des ministres qui s'apprêtaient à venir à Lomé pour superviser les élections législatives du 20 décembre dernier. À l'apparition de ce numéro, l'ambassade de France au Togo a promptement réagi, premier du genre, quoi. Parce que l'ambassade de France au Togo n'a pas l'habitude de réagir comme ça quand on écrit des trucs comme ça qui touchent à la France dans nos journaux. Elle a réagi et puis elle a informé l'opinion que la France n'a en aucun cas la prétention d'envoyer des observateurs électoraux. Oui, j'en suis parvenu. Observateurs électoraux au Togo. Mais quand nous avons encore fouillé, après la sortie de ce communiqué de l'ambassade de France au Togo, quand nous avons encore fouillé, nous avons découvert qu'en fait, c'est un individu, j'appelle son nom, un certain Marc Bosquet, qui se promenait... ce n'est pas un individu, c'est une personnalité. Qui se promène dans les palais présidentiels, surtout les palais, il y a les présidents des dictateurs en Afrique, pour leur offrir ses services. C'est lui, en fait, qui est devant cette émission, je ne sais pas comment la qualifier, qui recrutait les anciens parlementaires et les anciens ministres de la France pour pouvoir arriver au Togo et observer ces élections. Et c'est un membre du gouvernement ici, quelqu'un qui est très bavard dans le gouvernement. C'est lui qui intervient à chaque fois dans des déclarations controversées. Il va, il vient, il déclare des choses qui n'arrivent pas, et puis il retourne, il dit leur contraire. Et c'est cette personnalité-là qui a demandé à Marc Bosquet de pouvoir constituer une équipe de mission d'observation pour arriver à le superviser ces élections. Et je rappelle, c'est à coût de plusieurs millions de francs CFA que nous avons publié sur notre site. Et c'est cet individu qui était à la base de cette mission qui devait arriver à Lomé. Mais comme nous l'avons déjà dénoncé, écrit l'article qui est apparu dans le journal, et nos investigations encore, nous avons découvert le monsieur, nous avons encore publié un autre article sur notre site, le site de l'alternative. Et je crois que tout ça là, avec la pression des activistes togolais de la diaspora, la mission a été finalement annulée et n'était pas venue. Aujourd'hui, c'est Jeune Afrique qui confirme maintenant que vraiment, malgré le démenti de l'ambassade de France au Togo, le démenti de Amitié France-Togo, l'association Amitié France-Togo, ces deux démentis-là, Jeune Afrique a confirmé que cette personnalité s'apprêtait à arriver à Lomé pour superviser ces élections. Pourquoi? On ne sait pas, parce que au moment où les organisations de la société civile togolaise, les partis politiques réunis dans la coalition des 14 partis de l'opposition, les responsables religieux et tous les Togolais demandent le report de ces élections parce que ce sont des élections à haut risque. La France, elle, s'apprêtait à envoyer une mission d'observation. Où est le mal, Rodrigue, où est le mal? Tout à l'heure, que la France, c'est-à-dire les intérêts de la France, on ne sait pas ses intérêts au Togo. Pourquoi la France? Les déclarations, tu l'avais dit tout à l'heure, les déclarations de Macron, il y a pas on reviendra sur ce point-là, cette déclaration. Malgré tout cela, malgré les dénonciations, malgré les cris au report de ces élections, pourquoi est-ce que la France va vouloir envoyer ces élections? Rodrigue, est-ce que ce n'est pas la France qui organise le scrutin? La France, tout simplement, était animée d'une intention de supervision. La France n'organise pas les élections à la place de l'État togolais. La France ne vote pas à la place du peuple togolais. C'est la France qui veut superviser objectivement les élections. Et on trouve le mal dans ça. Non, quand vous dites superviser, observer objectivement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que lorsque vous constatez, je donne l'exemple d'un examen où les épreuves ont fuité. Il n'y a pas d'observation objective.
Il n'y a pas d'observation objective. Je donne l'exemple d'un match où les règles sont établies en faveur d'une équipe. Il n'y a pas d'observation objective. C'est-à-dire, c'est juste l'observation objective consistera dès lors à dénoncer l'inéquitabilité des règles établies. Puisque ça déséquilibre les plateaux. Et sur le champ, il y a déjà un vainqueur qui se dégage. Est-ce qu'il y a une tendance à cautionner le pouvoir de Lomé? Est-ce qu'il y a une tendance de la part de la France à apporter sa caution morale au pouvoir de Lomé en voulant envoyer par exemple une mission d'observation? Vous savez, quand il s'agit de protéger les intérêts, je renvoie vers Emmanuel Valls, qui est venu à Lomé. Je vous assure que ce fut pour l'inauguration, disait-on, d'un centre de traitement de déchets d'ordures ménagères quelque part après Adido Gomé et tout. Figurez-vous que tout ce temps, c'est la dernière fois, il y a 4 jours que j'étais dans la zone, et j'avais l'habitude de voir quelques arbres aux abords de la voie, mais je ne les ai plus vus. Quand j'ai posé la question, c'est là où on me faisait savoir que c'est quand Valls est arrivé qu'il fallait par exemple emprunter la voie là que ces arbres ont été abattus. Donc c'est un prince, quelqu'un qui est vomi dans son pays, il est accueilli en prince au Togo. Vous comprenez? Et quand il est reparti, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a eu dénonciation de la remise d'espèces d'une certaine valise de 5 milliards de francs CFA. Et c'est sur la base de ce dossier que son intention de briguer à la magistrature suprême dans le pays a été écourtée. Oui, Rodrigue, on parle de la mission. Quand vous prenez, oui, j'en viens, je développe. Ce sont des commerçants politiques qui viennent se soigner financièrement au Togo. Quand même, ce sont des diplomates, on peut parler. Qu'est-ce que vous mettez dans diplomate? Il est difficile à un bon étudiant qui a fait la lettre moderne d'accepter la construction d'une mauvaise phrase. Quand vous lui donnez l'argent, vous lui dites, dis seulement à Balo, vont à l'école. Il va dire non, parce qu'il a une certaine dignité. Mais quand on est commerçant politique, par exemple, on n'a pas besoin de dignité. On est chasseur de primes, et lorsque ça se présente, ce n'est pas seulement qu'au Togo. Vous avez vu les élections, par exemple, au Cameroun, où on est allé jusqu'à fabriquer des observateurs au nom d'une organisation internationale qui part après à dénoncer. C'est le même schéma. Quand vous dites, par exemple, la France envoie, oui, parce qu'il y a caution, puisque on ne peut rien faire sans que l'Élysée ne soit au courant. On ne peut pas recruter ces anciens. On ne peut pas recruter ces émaillés de... Et puis, ces observateurs dont vous parlez, ils viennent avec les armes pour protéger par exemple les électeurs ou quoi, quand vous dites émaillé de violence? Ah mais c'est là la question. Je vous reprends cette citation, cet extrait de Macron, un discours prononcé à Ouaga le 27 novembre 2017. Je suis d'une génération où partout on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités, veulent souffler le vent de la liberté et de l'émancipation comme vous l'avez fait ici. C'est Macron qui dit ça à Ouagadougou. Ça, ce sont des discours. Ce sont des discours. On voit ce que la France va faire au Togo. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il ne peut y avoir une mission d'observation au Togo sans l'aval de l'Élysée. Macron est bien au courant qu'il allait y avoir une mission d'observation au Togo. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Pourquoi il a fallu que la presse au Togo dénonce cette mission, que les activistes togolais, que de la diaspora, que d'ici, dénoncent cela pour que la France se rétracte, pour que l'ambassade de la France au Togo, l'ambassade de France au Togo puisse démentir cela? Alors que c'est bien vrai. C'est bien vrai. Donc aujourd'hui, ce discours, moi je ne sais pas si un Africain, un Togolais peut prendre ce discours au sérieux. Moi, c'est pas moi. Moi je pense que c'est quelque chose comme les politiques
les diplomates et cette puissance coloniale savent le faire, c'est un discours, un point, un trait. Mais Rodrigue, que fait justement la France pour encourager l'alternance au Togo, d'autant plus que lorsqu'il a été interpellé, par exemple, par les concitoyens de la diaspora, Macron a dit, non, a présenté le régime de Lomé comme un régime infréquentable pour le moment, à ses yeux. Non, mais quand j'écoute ça, je rejoins un leader d'opinion français qui dit qu'on a mis un gamin à l'Élysée. Ce sont des paroles qui vont dans le sens de la gaminerie. En France, comme dans tous les pays, c'est un système qu'on met en place. Et il y a ce qu'on appelle secret d'État en matière de collaboration avec, par exemple, des régimes. Et lorsque vous êtes candidat, vous n'avez pas encore la connaissance de ces éléments-là et vous pouvez faire toutes les promesses possibles. Mais le jour où vous arrivez, c'est un peu comme aux États-Unis où vous arrivez, on vous donne la valise de la bombe nucléaire où on fait la configuration avec votre empreinte digitale ou tous les éléments. Ce n'est que là que vous êtes chef d'État. À partir de là, on vous a montré les secrets d'État et tout ce que vous avez promis lorsque vous étiez candidat, ça c'est à laisser de côté parce que vous êtes obligé de répondre aux attentes d'un système qui vous prend en otage. Vous êtes président certes, mais c'est le système qui vous prend en otage. C'est ce qui arrive à Emmanuel Macron. Et quand l'autre parle de gamin, parce que avant les présidents qui ont précédé Macron, ils ne faisaient pas de ces genres de déclarations. Ils avaient une certaine façon. Quand vous prenez Mitterrand, il y avait une certaine diplomatie dans les déclarations. Ce qui saute aux yeux ici, et on peut c'est que citer vous également comprenez... Sarkozy qui avait fait également une déclaration qui a suscité beaucoup de polémiques. Hein. Écoutez, la gaminerie a commencé par qui? La gaminerie a commencé par qui? Si véritablement on a commencé par avoir une idée sur le vrai visage de la France, et je veux dire quelque chose d'abord, c'est que quand on parle de la France, on ne parle pas de tous les Français. On parle de certains Français qui prennent en otage les Français eux-mêmes là-bas, parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'à travers la mauvaise politique ou le cautionnement de la dictature dans nos États, nos populations ou les jeunes sont obligés d'aller vers ces pays-là et ça agit forcément sur l'économie de ces pays. Figurez-vous que pour arrêter donc le flux d'étudiants qui arrivent, la France a décidé d'augmenter les frais d'inscription des étrangers dans leurs universités. Je ferme la parenthèse, c'est pour dire que certains Français qui prennent en otage et la France et les États, les systèmes, les mêmes systèmes qui ont des tentacules dans nos États en Afrique. La France a tout intérêt à contribuer à l'enracinement de la dictature au Togo. Pourquoi? Oui. Parce qu'avec cette dictature, les affaires rapportent bien. Puisqu'il n'y a pas de pays au monde où tu arrives, n'importe quel kidam qui arrive et qui prend une valise de 5 milliards et qui se fond dans la nature. Et si on remonte dans le temps, on soupçonne depuis 1963 le jeu de trouble de la France dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. 2005, on parle de Jacques Chirac, qui met la CEDEAO au pas et fait pression sur Obasanjo. C'est également un soutien au pouvoir de Lomé, à un coup d'État dénoncé oui, à l'époque. Oui, on parle toujours de la France. Je veux parler seulement de 2005. 2005, nous avons vu comment Obasanjo, oui c'est ça, non? Obasanjo a réagi sur la situation togolaise. Obasanjo avait dénoncé ce coup d'État en 2005. Mais à un moment donné, on a vu le monsieur ravaler ces déclarations, on n'a rien compris. Et c'est plus tard qu'on a su que voilà, c'est la France qui était derrière. Il y a des promesses. Oui, il y avait des promesses et plusieurs chefs d'État ont eu ces promesses-là. Et du coup, tout le monde s'est rangé du côté du pouvoir, du régime togolais qui avait martyrisé sa population, qui oppressait les Togolais. On a parlé de 500 morts selon le rapport de l'ONU, 1000 morts selon la LTDH. La France n'a rien dit. On n'a pas
on n'a rien dit à Faure Gnassingbé, on ne l'a pas poursuivi. Faure Gnassingbé a continué tranquillement par gouverner le Togo jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette crise-là a rebondi et on voit encore le rôle que joue la France dans la crise qui a rebondi depuis le 19 août 2017. Rodrigue, un mot? Ah oui, bien sûr. J'aimerais revenir sur le livre le mouton noir. Oui, c'est le mouton noir de Loïc Le Floch-Préjean. Oui. Quand vous lisez ça, vous comprenez qu'il y a des Français qui savent que leur pays, ou du moins le système qui a pris en otage l'économie de leur pays, a des tentacules en Afrique. Parce que figurez-vous on ne peut aujourd'hui pas parler du système cinquantenaire d'Gnassingbé sans la France. Fin de la première partie de cette émission. À tout à l'heure.